Aussi? Je suppose qu'avec le problème d'enregistrement, on va balancer. Allez, voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quelques réglages pour les enregistrements nous ont fait patienter, mais nous allons commencer comme chaque semaine avec des commentaires sur l'actualité et un travail de déconstruction. Alors, je pense qu'on peut arrêter la musique. Et en ce qui concerne les commentaires sur l'actualité, nous allons parler de faits qui montrent que le fascisme international est en train de s'exacerber. Et en matière de déconstruction, nous allons parler du rôle des peuples dans le sauvetage de la planète et de l'humanité. Alors, depuis quelque temps, nous développons l'idée qu'il y a un système planétaire fasciste qui s'organise dans le monde. Nous rappelons ce que c'est que le fascisme. C'est un régime qui s'est développé dans un certain nombre de pays, notamment en Europe, et qui ont conduit à la Deuxième Guerre mondiale. C'est un régime dans lequel une minorité est au pouvoir, ne respecte aucune loi, exerce une oppression, une répression violente sur l'ensemble de la société. Les libertés d'expression sont évidemment abolies, les biens des gens sont saisis de façon arbitraire et des crimes sont commis massivement contre tous les opposants. Italie, nazisme en Allemagne, on a vu des régimes fascistes dans plusieurs États, Portugal, Portugal, et donc ça, c'était le fascisme d'avant. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des institutions internationales qui se sont imposées pour dire plus jamais ça. Il faut des réglementations entre les États, il faut que le droit de la guerre soit réglementé, il faut que le droit commercial international soit réglementé. Et malgré les coups bas, les coups d'État, les subversions qui se faisaient en catimini, malgré tout. Et donc, il y avait un semblant de démocratie au niveau des États et de réglementation, de législation qui assurait une forme de civilisation au niveau international. Et depuis une trentaine d'années, disons pour parler clair, depuis les guerres qui ont été menées contre l'Irak sous l'égide des États-Unis, principalement, un certain nombre de pays puissants, les superpuissances occidentales, ont commencé à ne pas respecter le droit international. Mais cela se faisait en se cachant derrière des prétextes. Par exemple, le Conseil de sécurité de l'ONU
donnait légalement le droit à l'Occident de faire une guerre. Mais tout ça était caché parce qu'on avait de faux prétextes. Par exemple, Colin Powell, bien, voilà la preuve avec une éprouvette, il y a des armes chimiques de destruction massive en Irak, donc il faut faire la guerre. Il y avait une couverture d'apparence légale. Donc ça a marché jusqu'à ce qu'arrive ce qu'on va appeler le Trumpisme, la méthode Trump, qui exprime le fait que les gouvernements n'ont plus de pouvoir réel. Dans le monde, ce qui domine, ce sont les multinationales, donc des structures capitalistes qui sont implantées dans tous les pays, qui possèdent plus d'argent que les États, et qui nomment les chefs d'État, ou qui organisent des coups d'État pour remplacer ceux qui ne sont pas au service des multinationales. Et cette minorité-là s'est investie dans la politique en soutenant massivement des candidats, en envoyant des milliardaires à la tête de maximum de pays. Et les chefs de cette minorité et de multinationales et des hommes politiques qui dépendent d'eux constituent un genre de mafia qui ne s'embarrasse plus du droit international. C'est pour ça que nous parlons de fascisme planétaire. Il n'y a plus de droit. Donc tout ce que les nazis faisaient, tout ce que... Alors je parle dans le vide là, voilà. Par rapport au... Oui, ça va, j'ai ouvert. Donc les gens de Facebook écoutaient, mais bon, on va reprendre en résumé tout à l'heure pour le début. Nous sommes donc en train, j'explique aux gens qui regardent la vidéo, que l'émission passe également sur la bonne FM et que le micro qui permet cette partie-là n'était pas ouvert. Donc, je continue, mais simplement je rappelle pour les auditeurs de Radio Fréquence Atlantique que nous parlons du fascisme international. Tout à l'heure, nous allons parler en déconstruction du rôle des peuples dans le sauvetage de la planète et de l'humanité. J'ai rappelé la définition du fascisme. J'ai montré qu'historiquement, il y avait des régimes fascistes dans certains États et que ces régimes-là ont commis tellement d'exactions, de crimes, qui ont débouché d'ailleurs sur la Deuxième Guerre mondiale, que suite à l'après la défaite des nazis, un semblant de législation internationale s'était installé pour permettre de réguler les relations entre les États. Semblant de démocratie. Et j'expliquais, la transition avec ce que nous disons après, c'est que au niveau international, les multinationales ont pris le pouvoir de la planète. Elles ont plus d'argent que les États, elles contrôlent les médias et elles ont nommé des chefs d'État. Elles ont même présenté les membres milliardaires de leur caste à la tête des pays. Beaucoup de pays sont dirigés par des milliardaires qui font partie du monde des multinationales. Et à partir de ça, tout le monde s'est débarrassé, tous ces gens-là se sont débarrassés de toute forme de réglementation. Ça veut dire que tout ce qu'Hitler faisait librement et que la communauté internationale avait prétendu combattre, eh bien maintenant ils le font, mais au niveau planétaire. Endoctrinement, assassinat. Donc c'est pour ça que nous parlons de fascisme planétaire. Alors pourquoi nous en parlons dans l'actualité? C'est qu'il y a une accélération et cette semaine-là encore, nous avons des éléments qui nous montrent la preuve que le fascisme planétaire se consolide et qu'il n'a plus de limites. Alors, prenons le cas des États-Unis. Les États-Unis, avec Trump à la tête,
ont commencé à imposer sur le plan économique des décisions qui ne respectent rien. Jamais 100% d'augmentation sur le droit les produits venant de tel pays. Et puis on annonce qu'on va occuper le monde, recoloniser le monde au mépris du droit international en disant je vais prendre le Groenland, je vais prendre le canal du Panama. Donc on prépare les esprits, mais on ne respecte plus le droit international. On montre qu'on ne respecte plus le droit international. Le pas décisif est franchi dans deux domaines, disons dans deux régions plutôt, dans le Proche-Orient et aux États-Unis. Alors là maintenant je parle des États-Unis. Donald Trump décide de mener des actions militaires dans les eaux internationales pour bombarder des bateaux en disant ce sont des gens qui ont de la cocaïne, qui font partie d'un trafic de cocaïne. Donc j'ai le droit de les tuer. On est déjà à plus d'une cinquantaine. 10 bateaux ont déjà été bombardés. J'ai eu l'occasion d'expliquer que ça n'a aucun fondement juridique, mais que ça n'a aucune légitimité, parce que ces gens-là n'ont aucune sorte de moyen de dire que ces bateaux-là faisaient partie d'un narcotrafic. C'est une provocation qui est faite pour essayer de pousser le Venezuela à la guerre. Donc on va à proximité, on met ses avions, on dit oui, c'est de là que la drogue vient. Donc c'est là, ces bateaux-là ont de la drogue, je bombarde. Ça n'a bon, c'est du terrorisme, c'est de la barbarie. Mais ça se fait au mépris du droit international existant, c'est-à-dire dans des eaux territoriales ou dans des côtes, près des côtes de pays souverains. Des pêcheurs trinidadiens ont été tués dans ce cas-là. Des pêcheurs colombiens ont été tués par ces actes terroristes-là. Jusqu'à présent, le Venezuela réagit en se préparant à une invasion. Comme la provocation ne marche pas suffisamment, cette semaine-là, Donald Trump annonce « J'ai donné l'ordre à la CIA d'aller faire des actions terroristes au sein du Venezuela. Et je m'autorise à dire que je vais bombarder ce pays-là parce que je dis que Maduro est à la tête d'un gang qui envoie de la drogue aux États-Unis. De même que mon pays a détruit l'Irak au prétexte qu'ils avaient des armes chimiques de destruction massive qui n'ont jamais existé. Donc, pour le pétrole. Comment un chef d'État peut dire je me fous du droit international, je décide d'aller bombarder tel pays, sans aucune preuve, sans réunion du Conseil de sécurité. Je décide de bombarder, de tuer des gens dans des eaux internationales. Le plus grave dans ça, c'est de voir que le contrôle des médias par les multinationales permet qu'il y ait un soutien qui fasse les populations accepter ça. Hier, j'entends dans la chaîne publique télévisée la journaliste annoncer, dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, les États-Unis ont décidé que. Ça veut dire que le narratif provocateur fasciste, c'est ça le titre. C'est ça la justification. Et partout, on accompagne. Parce que il y a deux choses. Il y a les journalistes qui sont suprémacistes, pro-fascistes, etc. Et puis, il y a d'autres journalistes qui n'ont pas le courage de s'informer et de dire voilà. Donc, on rentre dans l'application de la diffusion du message fasciste
qui détruit l'ordre international. Je vais faire la parenthèse sur les journalistes, parce que, en fait, c'est eux qui conditionnent l'opinion, mais le fond du problème, c'est que un représentant de la minorité fasciste décide de violer la loi en faisant ces crimes terroristes-là. C'est ça le fond du problème. Et ce n'est pas Trump. Trump est manipulé, c'est une marionnette, il est couillon, il est voleur, tout ce qu'on veut. Mais Trump a été envoyé par les millions de donateurs des multinationales qui savent qu'on a besoin de ce type-là pour casser le droit international. Et puis ce monsieur-là dit, bon, le président colombien était venu à l'ONU pour dénoncer le génocide à Gaza, le génocide sioniste. J'ai enlevé son visa et puis je viens maintenant dire, lui aussi, il est chef de narcotrafic, je vais l'attaquer aussi. C'est ça l'implantation du fascisme planétaire. C'est la manifestation qu'il est en train de s'accélérer. Et j'ai parlé des États-Unis, allons à Gaza. J'ai suffisamment déjà donné des éléments, je rappelle simplement que Netanyahou, qui représente, c'est un fou comme Trump, scélérat, démoniaque, mais il représente les multinationales qui dominent le monde, qui lui donnent l'autorisation, l'argent, les armes nécessaires à ce crime. Il représente également les colons extrémistes de Cisjordanie, il représente l'extrême droite d'Israël qui dit, bon, il faut éradiquer le peuple palestinien pour prendre la terre et puis servir de bastion au fascisme international. Netanyahou mérite d'être, bon, vous avez compris, comme Trump, mais ce sont des agents du fascisme planétaire. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que s'ils font ça, c'est parce qu'ils sont acculés. La minorité qui dirige le monde au nom des multinationales sait que les peuples se réveillent, sait qu'il y a des manifestations, sait que malgré leurs empires médiatiques, les idées anti-système se consolident, la volonté de changer de système s'affirme à travers les organisations. Donc il faut fasciser pour écraser, pour couper les têtes, pour empêcher que ces gens-là ne puissent renverser le système. Mais cela attise les contradictions parce que le fascisme n'empêche pas qu'il y ait des gens qui soient antifascistes. Et remarquez qu'aux États-Unis, les contradictions s'exacerbent. Les manifestations qui ont rassemblé des millions de gens sous le mot d'ordre « No King », nous ne voulons pas de roi. Et bien, dans ces manifestations-là, il y avait des drapeaux palestiniens, il y avait des gens qui disaient non, c'était des gens qui avaient une vision politique. Alors, Trump et sa clique essaient de cadenasser les universités, essaient de licencier les juges qui contestent, essaient de tuer les médias qui le dénoncent, mais il ne pourra pas empêcher la dynamique. Ces gens-là seront toujours là et ça va amplifier la contestation. Les États-Unis auront des problèmes. D'autant plus que sa politique économique d'agression contre les autres se retourne contre l'économie américaine. Le dollar plonge, on sait, les agriculteurs ne reçoivent pas, ne peuvent pas expédier leur production et les industries ne peuvent pas recevoir les composants nécessaires pour fonctionner. Donc, fascisme, parce qu'il y a contestation, mais contestation qui ne va pas disparaître et qui va provoquer des problèmes aux États-Unis. J'insiste sur la réalité que ce fascisme planétaire-là
n'a pas dit le dernier mot en matière de lutte. En même temps, dans les territoires palestiniens, vous connaissez les crimes, où ces gens-là tuent avec les armes, l'argent de tous les pays occidentaux, la France, Adam, eh bien, ne respectent rien. On signe un cessez-le-feu, mais c'est le feu violé par Israël qui continue à bombarder. Hier encore, ils ont fait une frappe contre des civils palestiniens. Il n'y a pas de droit international. Mais il y a aussi, comme aux États-Unis, de plus en plus de contestations. Et cette semaine-là, les familles d'otages qui se réunissent chaque samedi pour dénoncer la politique de Netanyahou, cette semaine-là, ils se sont réunis en masse et de nouvelles revendications se sont ajoutées. Parce qu'il ne reste que quelques cadavres à récupérer. Mais ces manifestations-là étaient nombreuses et les nouvelles pancartes, c'est quoi? Nous exigeons une commission d'enquête indépendante sur les véritables événements du 7 octobre. Les Israéliens, les familles d'otages exigent une commission indépendante sur ce qui s'est vraiment passé le 7 octobre. Et il y avait aussi des pancartes qui exigent une enquête sur les crimes de l'armée israélienne contre le peuple palestinien. Là, en Israël. Ce qui veut dire que dans le ventre d'Israël aussi, il y a des consciences humaines qui se réveillent. Elles ont toujours parlé, les médias n'en parlaient pas, mais à l'intérieur même, les familles d'otages qui représentent un symbole pour l'ensemble de la société exigent enquête sur le 7 octobre et enquête sur les crimes contre les civils palestiniens. Ce qui veut dire que la fascisation est confirmée, mais se préparent les conditions d'un affrontement entre ceux qui veulent sauver le monde et ceux qui défendent le fascisme international. Alors, il faut comprendre que rien n'est réglé, parce que l'ennemi est acculé et les conditions de lutte seront de plus en plus difficiles pour les peuples. C'est pas comme ça, il ne faut pas faire harakiri. Donc, ça montre la nécessité de s'organiser encore plus, de se former, d'arriver à comprendre comment lutter contre la désinformation pour être en mesure de mener cette guerre-là contre l'instauration du fascisme. Ce n'est pas facile. Je prends deux exemples pour montrer ce qui se passe aujourd'hui dans la manipulation médiatique. Il y a eu des élections au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les médias disent? Ça s'est bien passé, il n'y avait pas de trouble en Côte d'Ivoire. La seule chose, c'est peut-être qu'il y a eu beaucoup d'abstention. Cameroun, on n'en parle pas. On n'en parle pas, pourquoi? Parce que dans les deux cas, ce sont des dictateurs antidémocratiques au niveau électoral, soutenus par la France, qui défendent les intérêts du colonialisme français, qui ont organisé des pseudo-élections. Dans les deux cas, on a interdit la candidature des candidats qui pouvaient gêner la France et qui avaient de fortes chances d'être élus, tant au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire. Dans les deux cas, il y a eu manipulation, fraude, bulletins de vote, liste d'inscription, etc. Dans les deux cas, les populations ont manifesté par millions dans les rues pour dire « Nous ne sommes pas d'accord avec le 4e mandat, nous ne sommes pas d'accord avec le rejet de candidature ». Dans les deux cas, il y a des incidents dans le déroulement des élections. Il y a une feuille qui circulait où le gouvernement avait déjà préparé les résultats donnant la victoire à Ouattara, le nombre de voix. On avait connu ça dans l'époque, hein, où les Français disaient, bon, dans ce pays-là, ce candidat-là aura 89%, va gagner avec 89%. Mais là, la feuille a circulé, aucun média ne parle de ça.
c'était calme. C'était calme parce qu'il faut maintenir ces voyous-là à la tête des pays. Mais nous, qui n'avons pas ces informations-là, les peuples qui ne savent pas dans quelles conditions les élections se sont passées, ils laissent passer. Mais c'est une application du fascisme, du droit international qui est bafoué. Alors, formons-nous, informons-nous dans les réseaux alternatifs. Sachons que rien n'est gagné. Tout ce qui est fait pour déstabiliser les pays de l'AES, le Niger, le Burkina Faso, préparer des coups d'État, doit nous faire comprendre que rien n'est gagné. Ils peuvent connaître des revers, ces pays-là. Parce que c'est une lutte à mort entre le système impérialiste, fasciste des multinationales et les peuples qui essaient de libérer. Alors, ceux qui rêvent qu'ils ils regardent et ils seront peut-être épargnés, je vais arriver à tirer mon épingle du jeu, mon entreprise va peut-être arriver à gagner un marché, etc. Il faut qu'ils sortent de l'illusion et comprennent que le fascisme, ça se combat. Le fascisme, c'est un drame de l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas laisser l'aventure d'Hitler se reproduire. Il faut se battre. Et c'est ça qui m'amène au point de déconstruction, parce que souvent les gens voient tous ces problèmes-là, ils comprennent intellectuellement, mais on ne voit pas comment s'en sortir et l'importance de ce que chacun peut faire. La planète connaît des règlements climatiques avec des... Qu'est-ce qu'on pourra faire? On attend que le gouvernement prenne des mesures. Mais non, il ne va pas prendre parce que c'est les multinationales. Même ceux qui avaient déjà été acceptés pour limiter des produits, ils votent pour dire non, 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 on va faire ça après. Donc, les dirigeants ne vont pas permettre de lutter contre le dérèglement climatique. On parle, chez nous là, on a parlé du réveil éventuel de la montagne pelée. Pourquoi que c'est les communiqués, les annonces qui sont faites là, qui vont nous préparer en cas d'éruption? En cas d'éruption, la seule chose qui peut diminuer les dégâts et protéger la vie des populations, c'est que dans chaque quartier, dans chaque commune, des dispositions concrètes sont prises pour réunir les gens, définir les lieux de rassemblement, les lieux de stockage des produits de première nécessité, des générateurs qui permettront d'avoir un minimum d'électricité pour les choses importantes. Mais ça, c'est votre part. C'est pas en fonction du budget de telle commune ou de la bonne foi de tel individu, de tel élu. C'est quelque chose qui demande qu'en urgence, des gens martiniquais, éventuellement aidés par des experts qu'ils acceptent, qu'ils agréent, mais qui ne viennent pas leur dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais que des représentants du peuple martiniquais aient un pouvoir de dire nous sommes le 26 octobre, bien le 26 novembre, il y aura une réunion dans chaque commune avec un représentant des quartiers pour dire voilà la feuille de route, etc. Il faut avoir le pouvoir politique et la volonté politique de le faire. Il faut avoir l'idée d'indépendance, de souveraineté. Ça veut dire que même si nous ne parlons pas d'indépendance formelle sur papier, nous parlons de l'esprit de dire c'est nous qui mettons caille, nous, c'est nous qui faisons. Si nous ne pas faisons, nous qui faisons. Comment tu dis un gros mot? Nous qui sommes vraiment en difficulté. Donc la première chose, c'est accepter que les réponses viendront de nous seuls, et si nous voulons préserver nos vies, la vie de nos enfants, ben, il faut qu'on prenne des dispositions avec ou sans les autorités, et de préférence
sans les autorités. J'ai parlé du volcan, mais je parle du risque de guerre. L'armée des États-Unis a vu que son plan pour déclencher la guerre mondiale via l'Ukraine patine. La Russie arrive à résister, elle a des soutiens. Attention, je ne dis pas la Russie a raison, elle est bien. Je parle de rapport de force politique, de questions géostratégiques. Les impérialistes occidentaux, pour garder leur hégémonie, voulaient attaquer la Russie, l'affaiblir, avant d'attaquer la Chine. Ça ne marche pas. Ils pensaient que le plan de Netanyahou qui éradiquait le peuple palestinien pourrait bénéficier de la complicité des monarchies féodales qui les soutiennent. Ça ne marche pas. Le monde entier soutient le peuple palestinien contre le génocide et la folie de Netanyahou qui est allé bombarder le Qatar a fait en sorte que les monarchies du Golfe ont dit, messieurs, nous sommes alliés avec eux, mais ils vont nous bombarder aussi. Donc on a intérêt à prendre du recul par rapport au plan des États-Unis et de trouver une autre initiative. Déjà, au plan économique, ils nous ont attaqués et on a commencé à mettre des passerelles avec la Chine. Donc là, il faut qu'on prenne du recul par rapport à leur plan de guerre mondiale. Donc, Ukraine bloquée, Israël bloqué. Les États-Unis ont besoin de déclencher la guerre. Donc, elles vont chercher le ventre mou, l'endroit où ils pourront déclencher effectivement une guerre. Ça fait longtemps qu'ils préparent l'opinion en disant que les élections au Venezuela n'étaient pas valables, mensongèrement. Et en disant, bon, on va mettre l'opposante fasciste, on va lui donner le prix Nobel de la paix pour préparer l'opinion. Donc, maintenant qu'on a préparé l'opinion, il faut ouvrir ce front-là, parce que là, on a des alliés. Bolsonaro et ses troupes, Milei et ses troupes, le Salvador, on a des alliés, on a des bases américaines à Porto Rico, Trinidad a dit tout le monde, la première ministre. Donc, si on mène cette guerre-là, peut-être qu'on sera mieux armé, mieux consolidé pour déclencher la guerre mondiale. Nous sommes dans l'œil du cyclone d'aujourd'hui. Et la Martinique, c'est un porte-avions pour les plans militaires de l'Europe et des États-Unis. Je ne cesse de rappeler que la Martinique a joué un rôle, a apporté sa contribution au moment où les États-Unis agressaient l'île de Grenade, de même que la Martinique et la Guadeloupe ont joué un rôle de relais au moment où la Grande-Bretagne attaquait l'Argentine concernant les îles de Manille. Ici, nous avons des centres de commandement intégrés avec les forces de l'OTAN et avec les États-Unis. Donc, ce qui veut dire que si cette guerre-là éclate effectivement, nous serons concernés. Et qui dit guerre, dit blocage dans l'arrivée des produits. Nous sommes dépendants à 80% pour nos produits alimentaires. On tend l'amiral Robert, on n'était qu'à planter, on n'était qu'à manger, même si on était pauvre. Donc si cette guerre-là éclate, nous serons en difficulté. Ce n'est pas Joumalet ou qu'à crier pour un garde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de nous préparer, de même que pour un éventuel séisme, une éventuelle éruption de la montagne, sur le plan économique, sur le plan social, pour résister en cas de guerre. Suivez les informations et vous verrez que c'est un danger réel. Alors, tant pour la Martinique qu'à l'échelle planétaire,
où nous avons parlé de la nécessité de lutter contre le fascisme planétaire. Il y a une chose qui bloque nos esprits, et c'est là que nous parlons de déconstruction. Nous n'avons pas conscience des capacités des peuples, des gens de la base, qui sont des génies, qui font des choses extraordinaires, qui permettent aux gens de vivre dans le monde. Mais dans notre esprit, c'est ceux d'en haut, les gens qui bavardent dans les télés, c'est eux qui auront les solutions. C'est eux qui disent, j'ai mon diplôme de ceci. Non. Tout ce que nous avons comme difficulté dans le monde vient des décisions prises par ces gens-là, qui voulaient accélérer la production, qui voulaient gagner des marchés, qui voulaient s'enrichir, faire du chiffre, et équilibrer les budgets. C'est ça qui a entraîné le dérèglement climatique. C'est ce qui entraîne la pauvreté. C'est ce qui entraîne les problèmes d'alimentation, les problèmes de santé. Parce qu'ils ne cherchent pas l'intérêt des peuples, ils cherchent l'intérêt des multinationales. Mais tout ce qui fait que le monde survit encore, c'est le génie des peuples. Déconstruisons ça. Ce sont les peuples qui permettent aux gens de survivre. L'ami Alain Libéry dit souvent, quand des élus font la presse venir pour l'inauguration de 10 appartements, nous oublions que les milliers de familles qui vivent dans tous les quartiers populaires de Volga, Trinidad, etc., se sont constitués grâce au génie, à la sueur des ouvriers agricoles, des dockers, des maçons, dits sans instruction, parfois illettrés, etc. C'est eux. La banque pas prêté un sou. Comptez tous ces gens qui vivent. Et je dis, c'est caillant dur, c'est caillant qui n'y d'autre. C'est la sueur, le génie de ces gens-là. Ça, c'est sur le logement. La vie. Mais la nourriture des gens. Qui sait, qu'est-ce qu'il y a, depuis l'amiral Robert, mais après, qu'est-ce qui fait que les gens arrivent à manger d'Achine, etc., etc., avec tous les problèmes qu'on connaît? Est-ce que le peuple martiniquais aurait mangé si les petits agriculteurs, en fait, tous ceux du peuple ne portaient pas leur contribution? Ça, j'ai parlé de Martinique. Mais je parle de l'humanité à présent. Le génie du peuple au niveau de l'humanité. Jean Abol a l'habitude de citer l'exemple du prix Nobel d'économie, je crois, pakistanais, qui, c'est pakistanais, indien, c'est indien, enfin, un des pays d'Asie de la zone là, et après avoir reçu son prix économique, son prix Nobel d'économie, est allé dans des quartiers et a dit, mais je ne connaissais pas l'économie, c'est ça qui fait les gens vivre. Qu'est-ce qui fait que dans les pays africains, où on dit les sous-développés, etc., que les gens vivent? Ce sont les sous-sous, ce sont les banques des femmes, ce sont les réponses médicinales, les réponses médicales aux maladies, puisqu'ils n'ont pas d'hôpitaux. C'est le génie, les connaissances des peuples, de ces gens qui sont, du point de vue de la civilisation, entre guillemets, mal habillés, grosso modo. Qu'est-ce qui fait qu'une mère de famille, dont le mari a été tué dans une guerre civile, élève 10 enfants, fasse la magie de ses doigts produire à manger pour que ces enfants-là subsistent et que certains deviennent des sommités? Nous sous-estimons le génie populaire. Et le problème des économistes, le problème des gens qui veulent réorganiser la société pour lutter contre des règlements climatiques, famine, etc., c'est de dire, c'est qui manière de fait de modéliser cela et d'organiser cela en réseau
important. Parce que tout le monde qui rototo quand il vient au même niveau, les crises là qui pété. Donc il faut que ce génie-là, nous apprenons à le respecter. Je donne un exemple, permettez-moi de donner un exemple personnel. Le mois dernier, dans le cadre d'une rencontre entre les syndicats de la région, il y a un agriculteur du Pérou qui m'expliquait quelque chose. Et tout le monde applaudit quand les Américains vont lâcher des défoliants sur les productions de coca dans nos régions, chez nous au Pérou, en disant qu'ils luttent contre le trafic de drogue, le narcotrafic, etc. Mais le trafic de drogue, ce n'est pas les plantes de coca. Hein. Le trafic de drogue, c'est quand des criminels prennent ces feuilles de coca-là, font des manipulations chimiques, ajoutent des produits pour faire de la cocaïne qu'ils vont vendre. Donc, ce n'est pas les feuilles de coca qui sont en cause. Et il nous expliquait, est-ce que tu as déjà entendu parler du rapport des paysans andins avec la coca? Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Les feuilles de coca sont utilisées comme onguent pour faire des pâtes qui soignent la peau. Les feuilles de coca qui sont mâchées ne sont pas toxiques comme la cocaïne, mais permettent au cerveau humain et au corps humain d'engranger la douleur et de travailler. Les feuilles de coca ont une série d'utilisations dans les cosmétiques pour soigner les maladies de peau, etc. Et bon, je ne me rappelle même pas tout ce qu'il m'avait dit, j'ai noté ça ailleurs, pour dire que ces feuilles de coca-là pourraient être orientées dans des usines qui fabriquent des médicaments pour l'ensemble du monde. Et quand les Américains prennent le prétexte du trafic de cocaïne pour les brûler, c'est pour qu'il n'y ait pas de concurrence en matière médicale, en matière, enfin, de tous les domaines dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, j'ai pris cet exemple-là pour montrer qu'il y a des richesses que les peuples peuvent exploiter pour que nous portions des réponses sur le plan économique, sur le plan sanitaire, et qu'elles sont indispensables pour sauver le monde, pour sauver la planète du dérèglement climatique, pour changer la conception même de l'économie, et donc pour reconstruire, pour corriger les dégâts du système actuel qu'on est en train de déifier. Nous avons à prendre ça en compte pour dire, bon, nous Martiniquais là, risque de guerre, risque de catastrophe naturelle, risque d'approfondissement de la crise économique, risque des attaques contre notre peuple, dont le pays est de plus en plus envahi par les impérialistes occidentaux qui sont chassés de partout. Donc il y a une réponse avec les peuples. Nous organiser, mettre nos connaissances ensemble pour définir des stratégies. Et cela dépasse les clivages politiciens, les clivages... Là, on va entrer dans la campagne électorale. Vous allez voir comment ils s'aiment, les Martiniquais. Les gens il faut faire peuple. Vous allez voir comment ils ont qu'à décacher l'autre pour trapper un zoo électoral. Nous devons dépasser ces clivages-là pour dire, bon, je respecte ton point de vue. Nous ne sommes pas d'accord sur la conception. Tu es contre l'indépendance, tu es pour l'autonomie. Mais là, voilà les choses qui sont en face de nous, que nous devons combattre. Alors, asseyons-nous. Mais évidemment, ça ne se fait pas dans l'espace. Ça se fait dans des organisations. Il y a des syndicats, il y a des organisations. En tout cas, il y a des organisations qui proposent des lieux et des méthodes
pour pouvoir se préparer à affronter ce défi. Les motifs, je m'ai dit, les bœufs pas les rentrer en bois, les motifs pour dire, ah, j'aime pas monsieur, mais ça, c'est. Si vous parlez rien, dis vous parlez rien, puis terminé. Mais si vraiment tu veux faire quelque chose, tu surmontes les contradictions secondaires pour dire, bon, voilà, nous avons proposé la formule des comités populaires pour discuter globalement de toutes ces questions-là. L'administration alternative populaire, qui hier encore avait une très belle réunion, propose un espace où les gens qui veulent dépasser les clivages politiques pour porter des réponses concrètes aux questions économiques, culturelles, éducatives, viennent se rencontrer pour dire qu'est-ce qu'on fait ensemble. Sans nier le rôle de tout ce qui peut se faire ailleurs. Mais on a besoin d'un espace. Et le rôle des peuples, puisque c'était l'objet de notre déconstruction, le rôle des peuples consiste à prendre le pouvoir, à établir des contre-pouvoirs, pas aller structurellement dans des lieux où on se rencontre pour dire voilà ce que nous avons fait. C'est ça le pouvoir. Nous sommes à Duchesne, nous connaissons les questions de glissement de terrain, nous connaissons les questions d'approvisionnement, de transport, etc. On nous joigne. Et puis allons dire, bon, côté de l'eau, on va passer. Qui ça faut que nous fassions en urgence? On nous fait un bout de main pour ça. Bon, pas ni ceci, pas ni cela. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Si Kourivini, est-ce que nous connaissons la liste des gens dans notre quartier qui produisent tel élément, tel élément, tel élément? Est-ce que nous connaissons dans notre quartier les personnes qui pourraient porter des réponses d'urgence en matière sanitaire? Nous pas besoin de grand grec l'autre bord pour dire nous, ça pour nous faire, ils pas connaître la réalité nous. Ils nous foutent dedans, ils nous entraînent dans des voies de garage. C'est le peuple, et le peuple seul qui peut porter les réponses. Dans le peuple, j'inclus les intellectuels, les militants politiques, y compris les élus qui sont sérieux et qui pensent à leur peuple. Il n'y a qu'à faire partie. Mais tournons la page aux divisions, tournons la page aux illusions mal papailles, tournons la page au bavardage de gens qui disent je vais porter la solution et qui ne connaissent, bon, qui n'en sont pas capables. Organisons-nous et nous pourrons changer le monde. Merci de votre attention. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle édition.